Depuis que l'homme écrit son histoire, pas un siècle ne s'est écoulé sans conflit armé. Établissant le lien entre les toutes premières batailles et les plus récentes, cette série s'efforce de comprendre l'histoire de la guerre et pose l'ultime question. Un avenir sans guerre est-il possible ? Guerre et civilisation. L'histoire de l'humanité se confond avec l'histoire de la guerre. Guerre et civilisation passent en revue les réalisations de l'homme sur plus de 5000 ans. Ce qu'il a créé, ce qu'il a détruit. John Keegan est l'un des plus éminents historiens militaires de notre temps. Il a consacré sa vie à étudier la guerre. Pourquoi et comment les hommes se battent-ils? Il a parcouru le monde et l'histoire à la recherche d'une réponse. La guerre est une activité vieille d'environ 5000 ans. À l'origine, ces effets n'étaient pas particulièrement dévastateurs, ni même meurtriers, et leur portée restait très limitée. Mais après 5000 ans d'évolution, la guerre est devenue, dans la première moitié du XXe siècle, une activité qui menaça de mettre un terme à la civilisation. Avec Hiroshima, l'humanité prit conscience qu'elle pouvait s'autodétruire. La guerre est une tuerie collective à des fins collectives. Je ne crois pas que l'on puisse fournir une définition plus subtile ou plus élaborée. Le savoir-faire requis pour ce genre de tuerie vient de l'aptitude des hommes à se regrouper pour chasser. Avec la chasse, les hommes apprennent à coopérer pour donner la mort. Ils apprennent aussi à se soumettre à l'autorité car les chasseurs sont, semble-t-il, plus performants quand il y a un chef. Et l'on passe ainsi de la chasse à la guerre où les hommes, assemblés sous un même commandement, tuent d'autres hommes. Lorsque certains hommes des cavernes inventent l'agriculture et se sédentarisent, ils deviennent du même coup vulnérables. Les prédateurs nomades volent leurs récoltes, leurs outils, leur bétail et leurs femmes. La guerre trouve son origine dans le vol. La guerre naît lorsque les chasseurs s'aperçoivent que les populations sédentaires sont des proies faciles et qu'elles possèdent beaucoup de choses de valeur.
Les populations sédentaires essaient tout d'abord de se défendre en se fabriquant des fortifications, des abris imprenables. À mesure que les villages deviennent des cités, les cités des États et les États des empires, la soif de conquête jette les hommes dans la bataille. L'histoire des empires est écrite dans le sang. Mais quand les premiers empires voient trop grand, les barbares à leur porte savent leur infliger de rudes leçons. En embrassant la religion, l'homme met aussitôt la main à l'épée. Combien de guerres ont été livrées au nom du seul vrai Dieu, au nom de l'islam ou du christianisme? Quand la passion d'un idéal enfièvre les peuples, la guerre révolutionnaire renverse les monarques. Et lorsque deux credos politiques s'affrontent, le monde verra se profiler l'apocalypse. Voici l'un des derniers endroits sur Terre où l'on fait encore la guerre comme autrefois. À l'origine, la guerre était fort simple. Les yeux dans les yeux, deux groupes d'hommes munis d'armes primitives se faisaient face. Ils s'insultaient puis s'affrontaient en combat singulier, s'arrêtant à la vue de la première goutte de sang. La guerre en ce temps-là n'était ni mortelle, ni décisive. Il y a 2500 ans, les Grecs transformèrent la guerre et lui donnèrent son visage actuel. Les Grecs élaborent un art militaire nouveau, une guerre décisive et mortelle, la guerre à l'occidentale. Voici le tout premier soldat moderne, un hoplite. Il apparaît en Grèce il y a presque 3000 ans. 800 ans avant Jésus-Christ, les hoplites inventent une façon de se battre qui survit encore aujourd'hui. Une façon de se battre qui s'est imposée partout en Occident. L'histoire du hoplite commence dans la Grèce antique. Des querelles séculaires opposent des villages voisins. Certains forgent des alliances et se regroupent en collectivités plus vastes, les cités. Sparte, Corinthe, Thèbes sont des cités. La plus célèbre et la plus puissante d'entre elles est Athènes. Les citoyens de ces cités sont des hommes libres qui donnent naissance à une brillante civilisation où s'épanouissent l'économie mercantile, la vie politique, la religion, la philosophie. Tout cela est rendu possible grâce à l'agriculture. Les Grecs forment en effet une société agraire fondée sur la propriété privée. Ils possèdent des lots de 2 à 6 hectares où poussent fruits et céréales et où paissent des brebis. Et c'est une réussite. L'excédent de récolte permet même l'essor culturel. En cas d'agression, ces paysans se liguent et se battent pour protéger leurs terres et leur mode de vie. L'ennemi commun est souvent la cité voisine. Malgré leur culture commune, les cités grecques se querellent souvent. Presque chaque année, elles se disputent des terres.
Un incident de frontière et c'est la bataille. Un art militaire très particulier naîtra de ces conflits locaux. Ce sont de petites collectivités, donc les incidents de frontières sont inévitables. Il fallait trouver une méthode pour que ces conflits soient décisifs et rapides, afin que les paysans puissent retourner à leurs terres sans se faire trucider si possible. D'où la réforme hoplitique. Rapide et décisive. La finalité essentielle de la guerre dans la Grèce antique sera désormais l'objectif de tous les stratèges militaires occidentaux. Rapide à cause du poids des armes et de la cuirasse du hoplite, conjuguée à la chaleur de l'été grec. Décisive parce que chaque camp doit être de retour pour les récoltes. Le jour de la bataille, le hoplite se lève de bonne heure pour préparer son équipement. Souvent, le père et le fils se battent côte à côte. La plupart des hoplites ont un serviteur qui les aide à se préparer au combat. Le hoplite grec portait l'armement complet. Le mot hoplite dérive d'ailleurs du grec hoplon, qui signifie arme. Le casque était assez encombrant et limitait terriblement la vue et l'audition. La cuirasse pesait 16 kilos et ne devait pas être allégée avant 2 siècles. Venaient ensuite les jambières, l'épée et surtout l'énorme bouclier en chêne massif faisant presque 1 mètre de diamètre. La panoplie complète pesait environ 35 kilos. Depuis le temps des hoplites, tous les fantassins en campagne ont transporté en moyenne 35 kilos d'équipement. Et aujourd'hui encore, le poids combiné du pactage et du fusil tourne autour de 35 kilos. Aujourd'hui comme hier, les stratèges décident comment répartir ces 35 kilos entre armure, armement et provisions. Plus un soldat porte de provisions, plus il pourra marcher longtemps. Mais cela veut dire aussi moins d'armes, une armure plus légère et donc un soldat moins performant au combat. Se préparer pour le combat a toujours donné lieu à des décisions cruciales. Le hoplite, lui, a choisi une lourde cuirasse, peu de provisions et des armes massives et mortelles. Un hoplite en armes devait être terrifiant. Déjà, il était cuirassé du cou jusqu'à la taille, plus les jambières. Il avait en outre cet énorme bouclier portant un insigne effrayant lui-même. La crinière de son casque flottait au vent, faisant peur aux petits-enfants, comme le raconte l'Iliade. Fin prêt pour la bataille, les hoplites forment une longue ligne sur plusieurs rangées de profondeur, une phalange. En combat singulier, le hoplite était certes extrêmement vulnérable car le bouclier était rond et ne protégeait pas bien son corps. De plus, son épée était très courte. C'était une arme secondaire. Mais une fois au milieu d'une ligne de 800 mètres de long sur 8 rangs de profondeur, le hoplite transformait ses handicaps en atouts. Porté du bras gauche, son bouclier protégeait l'homme qui se trouvait sur sa gauche et lui-même s'abritait derrière celui de son voisin de droite. Les lances brandies par les 3 premiers rangs formaient une haie de piques infranchissables. C'était une formation à nulle autre pareille. En grec, le mot phalange signifie rouleau. Pour les hoplites,
La clé de la victoire est de maintenir la phalange en mouvement. Une phalange qui avance vaille que vaille a une bonne chance de l'emporter. Si elle s'arrête ou se disloque, c'est la mort assurée. Pour maintenir sa cohésion, les hoplites ont une stratégie fort simple. En première ligne, les soldats d'âge mûr, guerriers endurcis. Derrière eux, les jeunes, moins expérimentés. Et à l'arrière, les vétérans plus âgés qui exhortent les jeunes à la pointe de l'épée si nécessaire. Cette formation de combat a un terrain de prédilection. Pour garder sa cohésion à la phalange, les hoplites doivent forcément se battre sur une plaine. Et puisque l'art militaire grec est régi par des règles, le choix du champ de bataille fait l'objet d'un accord préalable. Il y a une certaine ironie à se battre en terrain plat, alors qu'en général le conflit porte rarement sur des plaines fertiles, mais plutôt sur des terrains accidentés servant de frontière entre deux cités voisines. Voilà, j'imagine, comment les choses se passaient. Un berger dévale la colline, disant que les Thébains ont fait une incursion. Les Athéniens convoquent une assemblée et décident que cette fois la coupe est pleine. Ils se mettent en marche avec 2 ou 3 jours de provisions. Les Thébains partent à leur rencontre, se dirigeant vers la première plaine par-delà la frontière. Chaque camp aperçoit l'autre. Les colonnes de hoplites sont au complet. Chaque homme prend place au sein de la phalange et scrute le camp adverse. Parfois, ils se regardent ainsi pendant 10 minutes avant de charger. Parfois, une demi-heure s'écoule, voire même 1 heure. C'est une forme de bataille unique au monde. Les hommes sont tout à fait conscients de ce qui va leur arriver d'ici 10, 15, 20 minutes. Pas d'escarmouche, pas de guérilla, pas d'attaque de nuit. La chance ne joue aucun rôle. Tout dépend de votre ardeur au combat et de votre acharnement à tenir votre position. Les hoplites se battent selon les lois de la guerre. Chaque camp envoie des héros pour s'assurer que ces lois sont observées et pour décider qui est le vainqueur. Le poète épique, Homère, décrit la tension qui précède la bataille. Ils formaient un rempart vivant. La lance serrée contre la lance, le bouclier contre le bouclier. L'écu s'appuyait sur l'écu, le casque sur le casque, l'homme sur l'homme. Les lances vibraient que des mains hardies brandissaient. Ils ne pensaient qu'à marcher droit, impatients de combattre. Le bouclier contre le bouclier, ils combattaient, frappaient ou étaient frappés. Il n'y avait ni cri ni silence, mais seul l'étrange vacarme que produisait la bataille et la fureur des hommes.
Au cœur de la mêlée, la poussière, le sang et les corps enchevêtrés aveuglent le hoplite. Son casque étouffe tous les sons. Il ne peut réagir qu'à la pression des hommes autour de lui. Parfois, le frère tue le frère. Pressés et entassés de la sorte, ceux qui avaient dégainé leurs épées ou abaissé leurs lances ne pouvaient plus ni les rengainer, ni les relever. Et avec ces armes, ils tuaient leurs propres camarades dans un coudoiement fatal. Lorsqu'un camp parvient à enfoncer les rangs adverses, tout se passe très vite. Ceux qui rompent pour s'enfuir offrent leur dos aux lances ennemies. Cette façon violente, mortelle et décisive de faire la guerre déterminera la manière dont seront menées les guerres modernes. Les cités d'Athènes, Thèbes et Sparte se battaient constamment les unes contre les autres. Toutefois, face à la menace étrangère, elles faisaient taire leurs dissensions et unissaient leurs forces pour combattre l'ennemi commun. En 490 avant Jésus-Christ, cet ennemi est le plus grand empire du monde, la Perse. Le détroit des Dardanelles est tout ce qui sépare la Grèce de son pire ennemi. L'empire perse est irrité par les fréquentes incursions grecques sur ses côtes. La Perse est aussi vaste que les États-Unis d'Amérique. La Grèce n'est guère plus grande que l'État de New York. La Perse décide de lui donner une leçon. Sa puissante armée prend la mer. L'art militaire grec ne va pas tarder à être mis à l'épreuve. Dans la plus grande bataille maritime de l'Antiquité, les Grecs misent tout sur leur navire de combat, la Trière. Mais avant cela, Grecs et Perses s'affronteront au sol. 25 000 soldats perses débarquent dans la baie de Marathon, sûrs de la victoire. « 11 000 hoplites partent à leur rencontre, laissant Athènes sans défense, alors que la flotte perse approche. Les Spartiates, les plus redoutables troupes grecques, refusent de se porter au secours de leurs voisins athéniens. La panique s'empare de la cité. La phalange athénienne doit gagner à Marathon et gagner vite. Le sort d'Athènes est en jeu. Les Perses ne sont plus qu'à 1500 mètres, de l'autre côté de la plaine. Les Grecs chargent. Folie suicidaire, se disent les Perses.
L'assaut est si violent que les Grecs l'emportent. Les Perses perdent 6400 hommes. Mais la flotte perse menace plus que jamais Athènes. Il faut prévenir la cité et lui dire de résister à tout prix. Mais 42 kilomètres séparent Athènes de Marathon. Les Grecs envoient alors le seul homme capable de délivrer le message à temps, Philippides. Philippides entreprend sa légendaire course à pied, le tout premier marathon. En annonçant la bonne nouvelle, Philippides meurt d'épuisement. Mais sa mort n'aura pas été vaine. Athènes reprend courage et résiste jusqu'au retour de l'armée de Marathon. À sa vue, les Perses prennent la fuite. Dans ce premier grand affrontement entre Orient et Occident, entre Perses et Grecs, la technique militaire grecque a triomphé. L'action décisive a assuré la victoire. Pour remercier les dieux, les Athéniens font ériger un magnifique monument à Delphes. Mais 10 ans après Marathon, les Perses lancent une seconde invasion. L'oracle de Delphes a prédit que seul le rempart de bois ne cédera pas. Le stratège athénien Thémistocle a compris que rempart de bois signifiait vaisseau de guerre. Les Athéniens s'attellent donc à construire une flotte de navires longs et rapides, les trières. La trière est le navire le plus rapide qui soit. Propulsé par 170 rameurs, sa vitesse de pointe peut atteindre 11 nœuds, soit 20 km/h. Son arme principale est une étrave géante recouverte de bronze à la proue. La trière peut ainsi éperonner tout navire sur son passage. La flotte athénienne est achevée juste à temps. En 480 avant Jésus-Christ, l'empereur perse Xerxès se lance sur la Grèce avec la plus grande flotte et la plus grande armée jamais réunie, 200 000 hommes. L'armée perse envahit la Grèce par le nord, tandis que sa flotte met le cap sur Athènes et l'île de Salamine. Les Thermopyles sont un étroit défilé qui ouvre la voie vers la Grèce. La progression des troupes perses vers le sud y est arrêtée par 7000 hoplites. Au sein de cette armée, 300 Spartiates, les plus redoutés et les plus disciplinés de tous les soldats grecs, sous le commandement du roi Léonidas. Un cavalier perse est envoyé en éclaireur pour espionner les soldats grecs. Les uns sont à moitié nus et font de l'exercice physique, tandis que les autres coiffent leur chevelure. Personne n'essaya de le capturer. Personne ne fit le moindre cas de lui. L'espion les observa, ahuri, puis alla rapporter ce qu'il avait vu. Les généraux perses raillèrent les Grecs et leur absurde façon de faire la guerre. Leur présence en ce lieu semblait n'être qu'effronterie et pure folie. Exaspéré par le calme des Spartiates, le commandant perse ordonne l'assaut. L'attaque perse dure 4 jours. Les Spartiates se battent jusqu'à briser leurs épées et poursuivent le combat à main nue. Léonidas et tous ses hommes périssent. Xerxès et son armée se lancent sur Athènes. Les Athéniens, plaçant tous leurs espoirs dans leurs remparts de bois, se retirent sur l'île de Salamine. À l'époque, comme aujourd'hui,
Salamine est un port prospère. Là où ces bateaux se balancent tranquillement, 800 navires de guerre perses se rassemblent alors avant la bataille. Le matin du 23 septembre de l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxès, l'empereur perse, le roi des rois, s'assoit sur son trône doré au sommet d'une colline à l'ouest d'Athènes. À ses pieds, le détroit exigu de Salamine scintille. Sûr de la victoire, il pose un regard confiant sur sa puissante flotte. Mais Thémistocle, à la tête de la flotte athénienne, est fin prêt lui aussi. Les navires perses sont 2 fois plus nombreux. Aussi a-t-il prévu de les attirer dans les étroites passes de Salamine, où il leur sera difficile de manœuvrer. Thémistocle regroupe ses trières dans le détroit de Salamine et met les Perses au défi d'attaquer. Les Perses mordent à l'hameçon et s'engagent dans le détroit. Au commandement de Thémistocle, les Athéniens se jettent de toute la force de leurs rameurs sur les Perses. Puis, chaque capitaine met le cap sur un adversaire. Nos navires s'entrechoquent avec leurs éperons d'airain, s'immobilisant après avoir enfoncé les navires ennemis. Dans cet enchevêtrement de navires éventrés, les Tillacs se transforment en champs de bataille où les Grecs livrent un combat sanglant aux Perses. Les Grecs les frappent comme des thons ou des poissons pris au filet et leur cassent les reins avec des tronçons de rames et des fragments d'épave. Les rochers du rivage regorgent de morts. Des gémissements mêlés de sanglots s'entendent au large sur la mer jusqu'à l'heure où la sombre face de la nuit les dérobera aux vainqueurs. Troublante réminiscence d'un lointain passé, les carcasses en acier des bâtiments modernes rouillent tout près des épaves des vaisseaux perses, sombrés ici même il y a 2500 ans. La tactique grecque, engagement décisif, choix du terrain, a payé sur terre à Marathon. Elle a payé en mer à Salamine. La technique militaire grecque peut à présent conquérir le monde. On n'avait plus vu ce visage depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Une profonde balafre part du front et traverse l'œil jusqu'à la joue. Le visage a été reconstitué à partir de cet ancien crâne. Le chirurgien plastique Richard Neave a recouru aux techniques utilisées par la police pour identifier les victimes de meurtres à partir de fragments osseux. Ce crâne provient d'un site funéraire dans le nord de la Grèce. Sur ce même site, un tombeau contenait un crâne vieux de 2000 ans et un squelette que les archéologues croient être celui de Philippe de Macédoine, l'un des plus grands stratèges de l'Antiquité. L'indice décisif est cette encoche dans l'os au-dessus de l'œil droit. Nous savons que Philippe II a été blessé à l'œil droit par une flèche. Ici, on peut constater les dégâts occasionnés sur le bord supérieur de l'orbite et sur la joue. La flèche a dû le transpercer de haut en bas. Voici le point d'impact. Elle a endommagé l'os, crevé l'œil et fracassé la joue à cet endroit. À l'évidence, avec une telle blessure, cet homme était aveugle d'un œil. C'est le premier fait important que l'on voit apparaître après avoir recollé tous les fragments osseux.
Cela semble corroborer un témoignage selon lequel Philippe aurait perdu un œil en recevant une flèche lors d'un siège. Selon la légende, Philippe aurait accepté de perdre un œil si c'était pour étendre sa domination et son pouvoir. La soif de pouvoir de Philippe s'affirme d'abord en Macédoine, un royaume barbare au nord de la Grèce. Pendant plus de 20 ans, Philippe va développer une armée d'un nouveau type. Comprenant la force de la phalange grecque, il l'intègre au sein de son armée. Philippe est l'un des plus habiles stratèges militaires de tous les temps. Il ne se contente pas d'adopter la phalange, il va plus loin. Regardant les collines de Macédoine, Philippe intégrera les nobles du Nord qui sont d'excellents cavaliers et en fera une division de cavalerie. Sur l'île de Crète, il recrute parmi les tribus réputées pour l'adresse de leurs archers. Il incorpore également des guerriers dont l'adresse au javelot et à la fronde peut briser les rangs ennemis. En regroupant toutes ces unités, Philippe se dote d'une armée bien plus flexible que celle des cités grecques. Mais surtout, Philippe rend la phalange encore plus redoutable. Dans l'équilibre entre armes et cuirasses, il favorise les armes. Philippe réduit la taille des boucliers et double la longueur de la lance, ou saris, qui passe ainsi de 2 mètres à plus de 4 mètres. Ainsi, lorsque les lances sont abaissées pour le combat, ce sont les piques acérées des 5 premiers rangs qui dépassent à l'avant de la phalange. Pendant la bataille, le soldat ennemi voit 10 têtes de lance fondre sur lui. Fois en mouvement, chaque rangée poussant la rangée de devant à avancer, la phalange gagne un élan irrésistible. Tout ce qui se trouve sur son passage est emporté par un mur de fer tranchant. La phalange macédonienne embroche ses ennemis comme des morceaux de viande. Le plus difficile est de dégager les piques des lances des cadavres ennemis. Philippe révolutionne la guerre, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi parce qu'il paye ses soldats et les entraîne tout au long de l'année. Contrairement à son homologue grec, l'armée de Philippe fait campagne toute l'année. Ses soldats peuvent parcourir de 30 à 45 km par jour avec leur lourd équipement. C'est une armée professionnelle, permanente et à plein temps. Rien ne peut l'arrêter. En 20 ans de campagne, Philippe soumet les tribus de Thessalie et de Thrace, ainsi que la plupart des Balkans, le nord de la Grèce et la partie européenne de la Turquie actuelle. Mais le véritable trésor se trouve au sud. Philippe veut s'emparer des riches cités grecques. Il marche vers le sud à travers le défilé des Thermopyles. Dans les plaines de Chéronée, au cœur de la Grèce,
une armée de hoplites lui barre le chemin. La jeune armée de Philippe va affronter la fine fleur de la vieille garde. Un jeune commandant promis un brillant avenir se bat aux côtés de Philippe, son fils, Alexandre. La bataille de Chéronée a lieu en 338 avant Jésus-Christ. Dans cette plaine, 50 000 Athéniens et Thébains font face aux 32 000 soldats de l'armée macédonienne. Le sort de la Grèce tout entière se joue dans cette plaine. Sur le flanc gauche, le fils de Philippe, Alexandre, commande la cavalerie. Alexandre n'a que 18 ans, mais il convoite déjà le trône de son père. Les Thébains avancent, précédés par la bande sacrée, un corps d'élite constitué de 300 amants homosexuels qui ont juré de se battre jusqu'à la mort. Philippe ordonne à la phalange macédonienne d'avancer à son tour. Puis il feint une retraite pour obliger les Athéniens à creuser un écart entre eux et les Thébains. Alexandre lance alors une seule charge de cavalerie à bride abattue et les rangs ennemis sont enfoncés. Les Athéniens s'enfuient, laissant 6 000 morts sur le terrain. Les Thébains perdent 20 000 hommes. La bande sacrée est anéantie. Fidèle à son serment, la bande sacrée s'est battue jusqu'au dernier homme. Un tel courage force l'admiration de Philippe qui approuve la construction d'un monument commémorant leur sacrifice. Après la victoire de Chéronée, Philippe règne en maître sur la Grèce. Mais 2 ans plus tard, il meurt assassiné. Alexandre hérite du trône de Grèce, mais aussi du rêve le plus ambitieux de son père, détruire la Perse. Et avec sa nouvelle armée macédonienne, il a les moyens de le réaliser. Le noyau de l'armée d'Alexandre est constitué par la cavalerie, véritable compagnonnage où les officiers vivent en frères, affrontant ensemble le danger et rivalisant de courage et de hardiesse militaire. Du courage, Alexandre en a à revendre. Il est toujours en première ligne. Dans sa répression contre les Thébains, il inaugure un type de guerre qui deviendra sa marque distinctive. L'anéantissement total de l'ennemi. C'était un homme impitoyable, capable de tuer ses amis si ça lui prenait.
Il méprisait le danger s'il estimait devoir risquer sa vie. Il sera blessé 9 fois, la dernière presque mortellement. Il valait mieux ne pas aller boire avec lui un samedi soir. Lors d'une beuverie, il a tué Clitus d'un coup de lance en pleine poitrine parce que Clitus avait dit quelque chose qui lui avait déplu. De 334 à 331 avant Jésus-Christ, Alexandre défait l'armée perse à Granique, Issos et enfin à Arbel dans l'Irak actuel. Alexandre, maître incontesté de la Grèce, règne à présent sur l'Asie mineure, l'Égypte et la Syrie. Une campagne de conquête épique l'emmène jusqu'en Afghanistan et en Inde, bien au-delà des confins du monde connu. À l'époque, aucun autre seigneur de la guerre n'a conquis un empire si vaste et en si peu de temps. Tout au long de son règne, le gros des troupes d'Alexandre viendra de sa région d'origine, la Macédoine. Personne n'était jamais parvenu à résoudre les problèmes de ravitaillement d'une armée si loin de chez elle. Tout le génie d'Alexandre est justement d'avoir été à la fois un grand stratège et le père de la logistique moderne. Il garde son armée près des côtes et une flottille de navires suit la progression des troupes pour mieux les approvisionner. Une fois ravitaillés, les hommes doivent porter leur propre ration. S'ils sont pris en train d'utiliser des chars à bœufs pour transporter des vivres ou du matériel, Alexandre fait brûler le char et abattre le bœuf. Un bœuf peut à peine tracter 8 jours de nourriture pour lui-même. Alors ne parlons pas de porter celle des hommes. Les choix d'Alexandre sont guidés dans une certaine mesure par les moyens logistiques à sa disposition. L'eau, le blé, le fourrage, ou encore par sa destination finale. Par exemple, il a dû décider s'il valait mieux descendre la vallée de l'Euphrate ou plutôt remonter par le nord. Et il a préféré passer par le nord et longer la rive orientale du Tigre, pour la bonne raison qu'au nord, il fait plus frais et que l'herbe ne sèche pas l'été. De plus, le blé se trouve dans des villages sans défense, alors que dans la vallée de l'Euphrate, l'herbe est sèche en été et les récoltes de blé sont sous bonne garde. Voilà comment des considérations logistiques peuvent déterminer une décision militaire. Rien n'a changé. La meilleure armée du monde ne peut combattre sans armes et sans ravitaillement. Les préparatifs pour le débarquement allié en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale ont duré des mois. Le débarquement en lui-même n'a été que la dernière étape, au demeurant fort courte, d'un vaste dispositif logistique. Les armes ont changé, mais les enseignements de la campagne d'Alexandre en Perse restent les mêmes. Obligé de s'éloigner des côtes et de ses points d'approvisionnement, il longe le cours des fleuves pour ne pas manquer d'eau. Des messagers le précèdent, soudoyant les villageois et promettant la clémence à quiconque approvisionnera ses troupes. Pour une armée aussi loin de son sol natal, la logistique devient une question vitale. Le calcul est simple. 100 000 hommes sans nourriture égale 100 000 morts. Le ravitaillement des troupes est encore plus crucial en cas de siège prolongé. Une armée assiégeante est statique et les sources d'approvisionnement locales ne tardent pas à tarir. Thermessos, en Asie mineure, se trouve au sommet d'une montagne. Alexandre aperçoit la ville alors qu'il traverse l'Anatolie et il n'aime pas ce qu'il voit. La seule voie d'accès passe par d'étroits défilés faciles à défendre. La ville est isolée, donc facile à assiéger. Mais à une telle altitude et avec un relief aussi accidenté, Alexandre sait que le ravitaillement de son armée sera très difficile. Le jeu n'en vaut pas la chandelle
Dans sa sagesse, il se retire. 10 ans après avoir renoncé au siège de Thermessos, l'empire d'Alexandre couvre pratiquement tout le monde connu. Un moins bon stratège aurait sans doute tout perdu prématurément en lançant un assaut désespéré contre Thermessos. Alexandre le Grand était l'un des généraux les plus audacieux de l'histoire, mais aussi un des plus avisés. Dans toute l'histoire de la guerre, aucun homme n'a pu rivaliser avec lui. Pendant plus de 2000 ans, sa légende hantera les plus grands stratèges. Jules César se lamenta de ne pouvoir égaler les conquêtes d'Alexandre. Napoléon pensait qu'on ne pouvait comprendre la guerre sans étudier Alexandre. Même Adolf Hitler professait son admiration pour le roi de Macédoine. À 33 ans, Alexandre meurt et son nom entre dans la légende. Au cours d'une vie brève et brillante, Alexandre a emmené son armée plus à l'est qu'aucune autre armée européenne ne le fera avant la découverte des armes à feu. Jamais il n'a regardé vers l'ouest. Et pourtant, c'est de là que surgira la prochaine grande puissance, Rome. Ces paysans se liguent et se battent pour protéger leurs terres et leur mode de vie. L'ennemi commun est souvent la cité voisine. Malgré leur culture commune, les cités grecques se querellent souvent. Presque chaque année, elles se disputent des terres. Un incident de frontière et c'est la bataille. Un art militaire très particulier naîtra de ces conflits locaux. Ce sont de petites collectivités, donc les incidents de frontières sont inévitables. Il fallait trouver une méthode pour que ces conflits soient décisifs et rapides, afin que les paysans puissent retourner à leurs terres sans se faire trucider si possible. D'où la réforme hoplitique. Rapide et décisive. La finalité essentielle de la guerre dans la Grèce antique sera désormais l'objectif de tous les stratèges militaires occidentaux. Rapide à cause du poids des armes et de la cuirasse du hoplite, conjuguée à la chaleur de l'été grec. Décisive parce que chaque camp doit être de retour pour les récoltes. Le jour de la bataille, le hoplite se lève de bonne heure pour préparer son équipement. Souvent, le père et le fils se battent côte à côte. La plupart des hoplites ont un serviteur qui les aide à se préparer au combat. Le hoplite grec portait l'armement complet. Le mot hoplite dérive d'ailleurs du grec hoplon, qui signifie arme. Le casque était assez encombrant et limitait terriblement la vue et l'audition. La cuirasse pesait 16 kilos et ne devait pas être allégée avant 2 siècles. Venaient ensuite les jambières, l'épée et surtout l'énorme bouclier en chêne massif faisant presque 1 mètre de diamètre. La panoplie complète pesait environ 35 kilos. Depuis le temps des hoplites,
tous les fantassins en campagne ont transporté en moyenne 35 kilos d'équipement. Et aujourd'hui encore, le poids combiné du pactage et du fusil tourne autour de 35 kilos. Aujourd'hui comme hier, les stratèges décident comment répartir ces 35 kilos entre armure, armement et provisions. Plus un soldat porte de provisions, plus il pourra marcher longtemps. Mais cela veut dire aussi moins d'armes, une armure plus légère et donc un soldat moins performant au combat. Se préparer pour le combat a toujours donné lieu à des décisions cruciales. Le hoplite, lui, a choisi une lourde cuirasse, peu de provisions et des armes massives et mortelles. Un hoplite en armes devait être terrifiant. Déjà, il était cuirassé du cou jusqu'à la taille, plus les jambières. Il avait en outre cet énorme bouclier portant un insigne effrayant lui-même. La crinière de son casque flottait au vent, faisant peur aux petits-enfants, comme le raconte l'Iliade. Fin prêt pour la bataille, les hoplites forment une longue ligne sur plusieurs rangées de profondeur, une phalange. En combat singulier, le hoplite était certes extrêmement vulnérable car le bouclier était rond et ne protégeait pas bien son... Le bouclier contre le bouclier, ils combattaient, frappaient ou étaient frappés. Il n'y avait ni cri ni silence, mais seul l'étrange vacarme que produisait la bataille et la fureur des hommes. Au cœur de la mêlée, la poussière, le sang et les corps enchevêtrés aveuglent le hoplite. Son casque étouffe tous les sons. Il ne peut réagir qu'à la pression des hommes autour de lui. Parfois, le frère tue le frère. Pressés et entassés de la sorte, ceux qui avaient dégainé leurs épées ou abaissé leurs lances ne pouvaient plus ni les rengainer ni les relever. Et avec ces armes, ils tuaient leurs propres camarades dans un coudoiement fatal. Lorsqu'un camp parvient à enfoncer les rangs adverses, tout se passe très vite. Ceux qui rompent pour s'enfuir offrent leur dos aux lances ennemies. Cette façon violente, mortelle et décisive de faire la guerre déterminera la manière dont seront menées les guerres modernes. Les cités d'Athènes, Thèbes et Sparte se battaient constamment les unes contre les autres. Toutefois, face à la menace étrangère, elles faisaient taire leurs dissensions et unissaient leurs forces pour combattre l'ennemi commun. En 490 avant Jésus-Christ, cet ennemi est le plus grand empire du monde, la Perse.
détroit des Dardanelles est tout ce qui sépare la Grèce de son pire ennemi. L'Empire perse est irrité par les fréquentes incursions grecques sur ses côtes. La Perse est aussi vaste que les États-Unis d'Amérique. La Grèce n'est guère plus grande que l'État de New York. La Perse décide de lui donner une leçon. Sa puissante armée prend la mer. L'art militaire grec ne va pas tarder à être mis à l'épreuve. Dans la plus grande bataille maritime de l'Antiquité, les Grecs misent tout sur leur navire de combat, la Trière. Mais avant cela, Grecs et Perses s'affronteront au sol. 25 000 soldats perses débarquent dans la baie de Marathon, sûrs de la victoire. « 11 000 hoplites partent à leur rencontre, laissant Athènes sans défense, alors que la flotte perse approche. Les Spartiates, les plus redoutables troupes grecques, refusent de... Lorsque les chasseurs s'aperçoivent que les populations sédentaires sont des proies faciles et qu'elles possèdent beaucoup de choses de valeur. Les populations sédentaires essaient tout d'abord de se défendre en se fabriquant des fortifications, des abris imprenables. À mesure que les villages deviennent des cités, les cités des États et les États des empires, la soif de conquête jette les hommes dans la bataille. L'histoire des empires est écrite dans le sang. Mais quand les premiers empires voient trop grand, les barbares à leur porte savent leur infliger de rudes leçons. En embrassant la religion, l'homme met aussitôt la main à l'épée. Combien de guerres ont été livrées au nom du seul vrai Dieu, au nom de l'islam ou du christianisme? Quand la passion d'un idéal enfièvre les peuples, la guerre révolutionnaire renverse les monarques. Et lorsque deux credos politiques s'affrontent, le monde verra se profiler l'apocalypse. Voici l'un des derniers endroits sur Terre où l'on fait encore la guerre comme autrefois. À l'origine, la guerre était fort simple. Les yeux dans les yeux, deux groupes d'hommes munis d'armes primitives se faisaient face. Ils s'insultaient puis s'affrontaient en combat singulier, s'arrêtant à la vue de la première goutte de sang. La guerre en ce temps-là n'était ni mortelle, ni décisive. Il y a 2500 ans, les Grecs transformèrent la guerre et lui donnèrent son visage actuel. Les Grecs élaborent un art militaire nouveau, une guerre décisive et mortelle, la guerre à l'occidentale. Voici le tout premier soldat moderne, un hoplite. Il apparaît en Grèce il y a presque 3000 ans. 800 ans avant Jésus-Christ, les hoplites inventent une façon de se battre qui survit encore aujourd'hui. Une façon de se battre qui s'est imposée partout en Occident.
L'histoire du hoplite commence dans la Grèce antique. Des querelles séculaires opposent des villages voisins. Certains forgent des alliances et se regroupent en collectivités plus vastes, les cités. Sparte, Corinthe, Thèbes sont des cités. La plus célèbre et la plus puissante d'entre elles est Athènes. Les citoyens de ces cités sont des hommes libres qui donnent naissance à une brillante civilisation où s'épanouissent l'économie mercantile, la vie politique, la religion, la philosophie. Tout cela est rendu possible grâce à l'agriculture. Les Grecs forment en effet une société agraire fondée sur la propriété privée. Ils possèdent des lots de 2 à 6 hectares où poussent fruits et céréales et où paissent des brebis. Et c'est une réussite. L'excédent de récolte permet même l'essor culturel. En cas d'agression, depuis que l'homme écrit son histoire, pas un siècle ne s'est écoulé sans conflit armé. Établissant le lien entre les toutes premières batailles et les plus récentes, cette série s'efforce de comprendre l'histoire de la guerre et pose l'ultime question. Un avenir sans guerre est-il possible ? Guerre et civilisation. L'histoire de l'humanité se confond avec l'histoire de la guerre. Guerre et civilisation passent en revue les réalisations de l'homme sur plus de 5000 ans. Ce qu'il a créé, ce qu'il a détruit. John Keegan est l'un des plus éminents historiens militaires de notre temps. Il a consacré sa vie à étudier la guerre. Pourquoi et comment les hommes se battent-ils? Il a parcouru le monde et l'histoire à la recherche d'une réponse. La guerre est une activité vieille d'environ 5000 ans. À l'origine, ces effets n'étaient pas particulièrement dévastateurs, ni même meurtriers, et leur portée restait très limitée. Mais après 5000 ans d'évolution, la guerre est devenue, dans la première moitié du XXe siècle, une activité qui menaça de mettre un terme à la civilisation. Avec Hiroshima, l'humanité prit conscience qu'elle pouvait s'autodétruire.
La guerre est une tuerie collective à des fins collectives. Je ne crois pas que l'on puisse fournir une définition plus subtile ou plus élaborée. Le savoir-faire requis pour ce genre de tuerie vient de l'aptitude des hommes à se regrouper pour chasser. Avec la chasse, les hommes apprennent à coopérer pour donner la mort. Ils apprennent aussi à se soumettre à l'autorité car les chasseurs sont, semble-t-il, plus performants quand il y a un chef. Et l'on passe ainsi de la chasse à la guerre où les hommes, assemblés sous un même commandement, tuent d'autres hommes. Lorsque certains hommes des cavernes inventent l'agriculture et se sédentarisent, ils deviennent du même coup vulnérables. Les prédateurs nomades volent leurs récoltes, leurs outils, leur bétail et leurs femmes. La guerre trouve son origine dans le vol. La guerre naît. De plus, son épée était très courte. C'était une arme secondaire. Mais une fois au milieu d'une ligne de 800 mètres de long sur 8 rangs de profondeur, le hoplite transformait ses handicaps en atouts. Porté du bras gauche, son bouclier protégeait l'homme qui se trouvait sur sa gauche, et lui-même s'abritait derrière celui de son voisin de droite. Les lances brandies par les 3 premiers rangs formaient une haie de piques infranchissable. C'était une formation à nul autre pareille. En grec, le mot phalange signifie rouleau. Pour les hoplites, la clé de la victoire est de maintenir la phalange en mouvement. Une phalange qui avance vaille que vaille a une bonne chance de l'emporter. Si elle s'arrête ou se disloque, c'est la mort assurée. Pour maintenir sa cohésion, les hoplites ont une stratégie fort simple. En première ligne, les soldats d'âge mûr, guerriers endurcis. Derrière eux, les jeunes, moins expérimentés. Et à l'arrière, les vétérans plus âgés qui exhortent les jeunes à la pointe de l'épée si nécessaire. Cette formation de combat a un terrain de prédilection. Pour garder sa cohésion à la phalange, les hoplites doivent forcément se battre sur une plaine. Et puisque l'art militaire grec est régi par des règles, le choix du champ de bataille fait l'objet d'un accord préalable. Il y a une certaine ironie à se battre en terrain plat, alors qu'en général le conflit porte rarement sur des plaines fertiles, mais plutôt sur des terrains accidentés servant de frontière entre 2 cités voisines. Voilà, j'imagine comment les choses se passaient. Un berger dévale la colline, disant que les Thébains ont fait une incursion. Les Athéniens convoquent une assemblée et décident que cette fois la coupe est pleine. Ils se mettent en marche avec 2 ou 3 jours de provisions. Les Thébains partent à leur rencontre, se dirigeant vers la première plaine par-delà la frontière. Chaque camp aperçoit l'autre. Les colonnes de hoplites sont au complet. Chaque homme prend place au sein de la phalange et scrute le camp adverse. Parfois, ils se regardent ainsi pendant 10 minutes avant de charger. Parfois, une demi-heure s'écoule, voire même 1 heure. C'est une forme de bataille unique au monde. Les hommes sont tout à fait conscients de ce qui va leur arriver d'ici 10, 15, 20 minutes. Pas d'escarmouche, pas de guérilla, pas d'attaque de nuit. La chance ne joue aucun rôle. Tout dépend de votre ardeur au combat et de votre acharnement à tenir votre position.
hoplites se battent selon les lois de la guerre. Chaque camp envoie des héros pour s'assurer que ces lois sont observées et pour décider qui est le vainqueur. Le poète épique, Homère, décrit la tension qui précède la bataille. Ils formaient un rempart vivant. La lance serrée contre la lance, le bouclier contre le bouclier. L'écu s'appuyait sur l'écu, le casque sur le casque, l'homme sur l'homme. Les lances vibraient que des mains hardies brandissaient. Ils ne pensaient qu'à marcher droit, impatients de combattre.